Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invitée est la journaliste et auteure Lisa Vignoli. La première fois que j'ai croisé Lisa, c'était en 2017, dans une librairie marseillaise, alors qu'elle présentait son premier roman, Parlez-moi encore de lui. Dans sa dédicace, elle m'avait écrit « Merci d'être là » et j'avais trouvé ça très touchant. Si jeune, déjà édité chez Stock, peut-être qu'elle s'étonnait de ce succès soudain et se pinçait un peu pour y croire. L'aventure de ce premier roman fut belle. Nommé dans la catégorie Essai pour le prix Renaudot et sélectionné pour le prix de Flore, il a permis à Lisa de se faire un nom parmi les auteurs, après s'en être fait un en tant que journaliste. Aujourd'hui, elle travaille pour Grazia, M, le magazine du Monde ou encore Vanity Fair, et planche sur son second roman. Elle a Marseille au cœur et y revient dès que possible. Dans son salon trône le livre « Marseille, je t'aime » de Simon Porte-Jacquemus, et on sent qu'elle a fait sienne cette déclaration. Je vous laisse découvrir notre conversation. Salut Lisa. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi à Paris. Alors j'ai pour habitude de débuter ce podcast en demandant à mes invités de décrire ce que l'on voit de là où l'on se trouve à Marseille. Donc en fait pour inviter celles et ceux qui nous écoutent à percevoir un peu de Marseille. Donc évidemment là je vais t'inviter à un autre exercice. Si je te dis Marseille, quelle image te vient spontanément à l'esprit ? Alors l'image qui me vient spontanément à l'esprit, c'est la Corniche en fait. La Corniche, c'est un endroit où je vais systématiquement quand je vais à Marseille. Où je vais assez régulièrement. J'essaye d'y aller, on va dire, une fois tous les 2-3 mois, en général pour des obligations familiales, ou des envies familiales, plutôt. Obligation, c'est pas un joli mot. Et donc, je vais systématiquement sur la Corniche parce que je cours, et je trouve que courir sur la Corniche, c'est la chose la plus incroyable qui puisse exister. Et donc, je passe mon temps, et puis je sais que quand je rentre chez moi après, je suis là complètement extasiée en disant oh, « mais c'était incroyable de courir sur la Corniche, mais qu'est-ce que c'est bien cet endroit ?» Et là, ma famille me regarde avec des yeux un peu genre « ah ça y est, je suis devenue la personne qui s'extasie en fait sur la Corniche que prennent tous les jours. » Exactement. Et donc, je fais la touriste, et maintenant, je fais la touriste très souvent en fait à Marseille. Ça m'arrive aussi au Cercle des Nageurs. Je me souviens... récemment, enfin l'été dernier, je suis allée nager à la fin de la journée dans la mer avec le père de ma filleule qui arrivait en costume, parce qu'il exerce un métier où on doit être en costume. Il est arrivé en costume sur le parking du Cercle des Nageurs, et puis 10 minutes après, on était dans la mer, et là, je lui ai dit « mais je crois que tu te rends pas compte, en fait, la chance que vous avez, quoi. » C'est clair. C'est complètement dingue. Enfin, pour moi, c'est surréaliste. Donc tu goûtes à nouveau à ce bonheur-là. Exactement. Alors, tu es journaliste, auteur, Lisa. Ça te va si je dis auteur ? Oui, je préfère auteur. C'est très bien. Enfin, je préfère auteur qu'écrivain. Et oui, je préfère auteur qu'autrice aussi. Je trouve ça plus joli. Je suis pas encore... Mon oreille n'est pas encore habituée à ce genre de choses. Peut-être bientôt, mais pas encore. On est d'accord. Alors, tu travailles et vis aujourd'hui à Paris. Mais j'aimerais que tu nous fasses découvrir ton Marseille, en fait, celui de ton enfance. Là où tu as grandi, où tu as fait tes études, je crois. Oui. Avant de partir à Lille. Oui. Exactement. Alors, raconte-nous un peu quelle était cette enfance marseillaise. Alors, j'ai eu une enfance qui était, disons, assez cantonnée, en fait, à un quartier. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer parfois aux gens ici, à Paris. Même si on a... il y a des gens qui sont très rive droite, ou d'autres qui sont très rive gauche à Paris, ou qui se sentent appartenir à un quartier. Je trouve qu'il y a une mobilité quand même assez évidente et facile. On va très facilement dîner complètement ailleurs. Et je trouve qu'à Marseille, à l'époque où moi je vivais enfant, c'est-à-dire on va dire au début des années 90,
on ne bougeait pas en fait, vraiment. On vivait dans le quartier dans lequel on était né et on y restait. Moi, c'était le 8e arrondissement. Et puis, voilà, mon école était là, ma maison était là, les endroits où on allait au restaurant étaient là, là où je faisais du sport, c'était là. Donc, c'était quand même, voilà, un petit espace, quoi. Et puis après, maintenant, maintenant quand j'y vais, je vais partout ailleurs, quoi, vraiment très facilement et même plus curieuse, en tout cas. On dit souvent à Marseille, d'ailleurs, que les Marseillais se présentent d'un quartier avant de dire qu'ils sont Marseillais. Ah oui, c'est vrai, sans doute. Ils sont d'Andoum, ils sont du 8e, effectivement. Oui, j'ai dû oublier, mais effectivement, oui. On se présente d'un quartier. Donc Marseille, tu l'as quitté pour Lille, c'est ça ? Marseille, je l'ai quitté d'abord pour Aix, où j'ai fait mes études de droit à Aix-en-Provence. Donc là, c'était aussi, dans la région, on oppose souvent les deux, Marseille et Aix, la bourgeoise, un peu. Mais j'ai adoré ces années d'études. Et puis voilà, ça reste le sud, quoi. Donc pour moi, ces souvenirs-là à Aix sont aussi rangés dans une catégorie sud qui est un ensemble lumineux et avec tout ce qui va avec. Avant de partir pour le Grand Nord ? Oui, exactement. Je me suis retrouvée à Lille en école de journalisme. J'ai passé plusieurs concours un peu partout en France. Du coup, j'ai découvert des villes comme ça, d'ailleurs, parce qu'on ne voyage pas forcément beaucoup en France, enfin en tout cas moi. Et j'avais le choix entre plusieurs écoles et j'ai choisi Lille parce que voilà, dans mon petit milieu où j'avais fait des stages parmi les journalistes, on me disait que c'était la meilleure, donc j'y suis allée. Et oui, je suis partie à l'extrême nord. Voilà. Et ta carrière de journaliste, tu l'as commencé à Paris ? J'ai commencé à Paris. On est en quelle année là ? On est en 2011. Je sors de l'école en mai ou juin 2011, je me souviens plus très bien. Et en mai-juin 2011, j'entre au magazine Marianne, qui est donc l'hebdomadaire politique de gauche, disons, qui est un peu différent du Marianne d'aujourd'hui, avec d'autres gens à la tête du journal. On est juste avant l'élection de 2012 et c'est là où j'avais envie d'être, en fait. J'avais envie, en sortant de l'école, d'être dans un endroit où la politique était quelque chose d'essentiel, en me disant je veux faire une campagne. Et donc j'ai fait la campagne de 2012 et j'ai commencé par suivre le centre et ensuite au second tour, bon voilà, on a tous suivi un peu la campagne avec les candidats qui restaient et je suis restée quelques années, disons 2 ans et demi peut-être. Ça a été une bonne école ? Oui, c'était une bonne école. C'était une école, c'était intéressant, c'était pas toujours évident, c'était un journal d'hommes beaucoup, avec des têtes très masculines, des caractères très forts, et cette entrée tout de suite en politique, quand vous sortez de l'école, que vous êtes une jeune femme, j'ai même envie de dire une jeune fille presque à l'époque, et c'était... mais bon, voilà, vous êtes balancé dans le bain, et puis finalement, ça marche. Enfin, vous en sortez comme vous pouvez, mais vous en sortez. Alors, je voulais te demander comment tu as été perçue en tant que Marseillaise quand tu as commencé ta carrière, et du coup... Je voudrais citer un extrait de ton livre, en fait, « Parlez-moi encore de lui », où tu dis, en parlant de Jean-Michel Gravier, « On m'a souvent dit qu'il était provincial. Je ne saisissais pas tout du sens de cet adjectif pour définir quelqu'un. Ce que l'on avait de différent quand on l'était, il me semblait que ça ne voulait plus dire grand-chose de venir d'ici ou de là. » Un jour, un ami à toi t'a dit « Sois un peu moins méditerranéenne ». Qu'est-ce que ça voulait bien dire ? C'est drôle, c'est toujours bizarre d'entendre ce qu'on a écrit, qu'on connaît par cœur, pour être revenu tant de fois dessus. Et j'ai pensé, c'est marrant, à cette phrase avant de vous rencontrer. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire... D'abord, il y a 2 choses. La première, c'est que moi, pour être tout à fait sincère, j'ai jamais souffert, entre guillemets, du côté provincial.
C'est-à-dire qu'on me l'a jamais renvoyé à la figure, en fait. À part ma meilleure amie qui, en riant, elle a grandi à Paris, elle a fait toute son école à Paris, enfin, c'est une vraie Parisienne, et qui s'amuse en me disant, je me souviens la première fois qu'elle est venue à Marseille, elle, en préparant sa valise, elle me disait, j'apprends ci, j'apprends ça, je prends des chaussures de... Enfin, voilà, elle se moquait un peu, et elle a toujours ce truc amusant Paris-Province. Mais moi, j'en ai jamais souffert. Et sur le côté soit un peu moins méditerranéenne, je pense que ça tient plus à un caractère. C'est-à-dire que en fait, cette amie-là m'a dit ça à ce moment-là pour me dire, en gros, je pense que c'était assez bienveillant finalement en y réfléchissant, mais ça voulait dire, tu sais, le monde est dur. Le monde des médias est dur, le monde de l'édition est dur. Ne sois pas trop gentille, ne sois pas trop souriante, ne sois pas trop amicale, ne sois pas trop aimable, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas comme toi et qui pensent que pour être pris au sérieux, il faut être peut-être froid. Et moi, je ne connais pas la froideur, en fait. C'est pas comme ça que j'ai grandi. C'est pas comme ça que j'ai été élevée. Mes parents sont des gens très ouverts, très accueillants, qui parlent fort. Voilà, non, je connais pas la froideur. On se dit qu'on s'aime, on se dit qu'on se manque, on se dit ces choses-là, quoi. Donc tu n'as pas suivi les conseils de cette amie. Tu es restée méditerranéenne? Oui, non, je crois naïvement qu'en fait, on peut être pris au sérieux en étant sympa. Mais il y a des moments dans la vie où je me dis que j'ai peut-être tort. Hein. Mais au fond, je suis comme ça, donc je ne peux pas faire autrement. Alors maintenant que tu as pris un peu de recul par rapport à Marseille, est-ce que tu sens que le discours change sur cette ville? Ah oui, non, mais pour moi, c'est pas que le discours a changé, c'est qu'il y a eu une révolution, en fait, qui a eu lieu. Quand je disais, il y a 10 ans, que j'étais marseillaise, on me répondait, ou on me demandait... mais ça craint pas trop. Et donc, moi, j'écarquillais un peu les yeux en disant non, en fait, non. Ça craint pas trop. Et maintenant, j'ai un mail préparé, tout prêt, avec les balades, les restos, les expos, les musées, tout ce qu'il faut faire à Marseille, parce que je pense qu'une fois par mois, en fait, j'ai des amis parisiens qui trouvent que c'est tellement cool Marseille, qu'ils vont passer des week-ends, et puis bientôt, ils me racontent qu'en fait, il y a cette chambre d'hôte que je connaissais pas, et puis il y a ce truc que je connaissais pas, où je suis jamais allée, et je suis allée... il y a quelques temps, maintenant ça commence à dater, mais la première fois que je suis retournée rue d'Aubagne, où j'allais avec ma grand-mère quand j'étais petite, chez Maison Empereur, qui est donc cette quincaillerie, enfin je sais pas si on dit quincaillerie, mais cet endroit où on trouve de tout et où je me souviens qu'on allait pour des ustensiles de cuisine, parce que le moindre ustensile qui existe pour la cuisine se trouve chez Maison Empereur et uniquement là. C'était un quartier, voilà, la rue d'Aubagne, c'est près de la Canebière et c'est un endroit où on allait vraiment pour aller chercher quelque chose. Et la première fois que j'y suis retournée, donc il y a quelques temps, c'est avec un copain parisien qui m'a dit mais il faut absolument qu'on aille déjeuner chez ce Tunisien incroyable. Et je lui ai dit ah bon, mais donc c'est toi qui vas m'apprendre maintenant ma ville. Et c'était vrai. Donc oui, ça a complètement changé. Le regard a complètement changé. Je pense, je ne vais pas me lancer dans une analyse politique, mais je pense que le fait que Marseille ait été nommée capitale européenne de la culture a quand même beaucoup joué. Je pense qu'il y a des lieux qui ont comme écarté la ville, enfin écarté les lieux où on allait dans la ville, comme le Mucem. Donc voilà, et puis après, il y a, comme dans beaucoup d'endroits, une gentrification où les quartiers... Mais oui, ça a complètement changé. Et moi, ce qui me frappe dans mes souvenirs d'enfance, c'est que j'ai pas le souvenir, quand j'étais enfant, d'entendre parler anglais ou d'autres langues. Et maintenant... quand je vais dans ces endroits, je n'entends parler qu'en langue étrangère, quoi. C'est complètement dingue. C'était pas du tout un paysage sonore auquel on était habitués, nous. Pas du tout. Marseille est devenue une ville touristique.
Oui, une ville touristique et une ville regardée au niveau international et tout d'un coup classée dans les meilleures villes du monde par le New York Times quand même. Donc pour ceux qui ont grandi, c'est quelque chose, quoi. Alors je voudrais maintenant recueillir quelques confidences d'auteur. Il y a 2 ans paraissait donc ce livre dont je parlais, Parlez-moi encore de lui. Comment as-tu sauté le pas ? Je voulais savoir si c'était l'envie d'écrire qui était déjà présente ou le sujet qui s'est imposé à toi. Alors, l'envie d'écrire était déjà là. D'ailleurs, j'avais un début de roman dans mon ordinateur qui est toujours et qui n'a pas bougé depuis, qui s'appelait Elle connaît pas Félix Potin. Voilà, c'est un titre que je donne, qui ne paraîtra jamais, et que j'avais commencé à écrire. Et ensuite, je pense que sauter le pas a eu lieu avec justement ce sujet dont j'ai eu connaissance, et je me suis dit... et en fait, je suis allée voir un éditeur et je lui ai dit, voilà, j'ai envie de faire ce livre. Et il m'a dit, allez-y. Et du coup, il fallait que j'y aille, quoi. Donc là, l'écriture était vraiment très, très présente en moi depuis longtemps. Mais là, j'avais plus le choix, en quelque sorte. Donc tu t'es plongée dans la vie de Jean-Michel Gravier, oui, dans les années 80 et oui, tout ce que ça représentait. Oui, exactement. Comment tu as travaillé, comment tu as glané tous ces témoignages ? Alors, j'ai d'abord lu des chroniques qui étaient... Parce que Jean-Michel Gravier était un journaliste et chroniqueur dans un journal qui s'appelait le Matin de Paris dans les années 80, enfin à la fin des années 70 et début des années 80. Donc j'ai d'abord lu un ouvrage de chronique qu'il avait écrite qui s'appelait Elle court la nuit, du nom de sa chronique. Et donc là, j'ai lu tout ça. Ça m'a plongée dans un univers absolument génial et que j'ai beaucoup aimé, de cinéma, de culture, d'une époque. Et ensuite, j'ai lu un roman qu'il a écrit qui s'appelait Les Clés de la plage, qui est un très joli livre. Et ensuite, j'ai interviewé des gens qu'il avait connus, parce qu'il est mort en 94. Donc j'ai interviewé des proches, des gens de sa famille, des témoins de cette époque, de sa vie, des gens qui se sont retrouvés dans ses chroniques, comme Isabelle Adjani, comme des comédiens, des comédiennes, des producteurs, des productrices. J'ai interviewé quelqu'un qui m'a beaucoup aidée et qui l'a connu, lui, quand il était tout jeune, qui a connu Jean-Michel Gravier quand il était tout jeune, qui a commencé sa carrière à ses côtés, qui est Bruce Toussaint, le journaliste. Parce que tout part de là. Tu peux peut-être le raconter, en fait. Oui. Alors, en fait, là, c'est ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, cet homme avec qui je travaillais, donc qui est journaliste, qui était journaliste sur iTélé à l'époque, me dit tu devrais t'intéresser à lui, et je l'ai bien connu, et voilà, et c'est quelqu'un que je connais assez bien, que j'ai vu souvent, et on n'en avait jamais parlé ensemble. Je savais pas. Je connaissais pas cette partie de sa vie professionnelle, enfin son tout début de carrière. Pour moi, il avait commencé à Canal+, et il avait 20 ans, et effectivement, il a commencé très jeune, mais en fait, juste avant, il avait eu une petite expérience de radio où il avait rencontré Jean-Michel Gravier sur une radio qui s'appelait OFM. Et donc voilà, donc ça commence comme ça. Ça fait quoi de se plonger dans la vie de quelqu'un ? Parce que du coup, ça obsède un peu, non ? C'est complètement obsessionnel, oui. Ouais. Ça devient un peu votre vie, et en même temps c'était une époque qui n'était pas la mienne, donc du coup on essaye de connaître quelqu'un au plus près, au mieux, sans le connaître, sans l'avoir jamais rencontré, en se fondant sur des témoignages d'autres gens. Et alors moi, j'aime beaucoup l'exercice du portrait dans mon métier de journaliste. Donc c'est quelque chose que je fais souvent, de tourner autour d'un personnage. Mais en général, au bout du compte, ou avant,
j'ai rencontré ou je rencontre le personnage en question pour faire son portrait. Donc là, vous êtes confronté à une sorte de réalité. Et en fait, là, moi, je n'avais pas la chance de le rencontrer. Donc je regardais des petites vidéos sur l'INA, je regardais des photos. J'essayais de le connaître, de le retranscrire justement, enfin avec un regard juste, sans jamais l'avoir vu. Je crois que je m'en suis plutôt bien approchée parce que, voilà, par exemple, sa sœur a beaucoup aimé le livre et l'a reconnu. Et je pense que le moment le moment où vous dites « Ah oui, là, quand même, j'ai bien réussi mon coup », c'est quand il y a des petits bouts dans la vie qui manquent, des petits bouts de sa vie qui manquaient, et que j'ai reliés par des petites scénettes qui sont vraiment très courtes, qui sont de la fiction, du roman, et qui n'ont pas forcément eu lieu, mais que j'ai imaginé comme pour tisser les bouts qui existaient. Et qu'on me demande, ah c'est marrant, qu'on me dise, ah c'est marrant, je me souvenais pas de... non, je me souviens de cette scène qui n'a jamais existé. Donc je me dis qu'en fait, là, c'est assez amusant parce que vous avez réussi à faire croire à des gens qui l'ont pas vécu, qu'ils l'ont vécu. Donc c'est pas mal. C'est quoi la différence de travail d'écriture comme ça pour un roman, donc où il y a une partie évidemment fictionnelle, le travail que tu fais au quotidien pour des articles, des longs papiers, des portraits? La différence, je dirais, c'est que c'est comme courir le dimanche et faire un marathon, quoi. Donc c'est pas la même chose, mais en termes de style, disons, c'est pas si éloigné que ça. Parce que le livre que j'ai fait est aussi issu d'une enquête et part d'une matière réelle. Donc je ne suis pas complètement partie de rien et dans de la pure imagination. Alors ce roman a rencontré un franc succès. Est-ce que ça t'a donné envie de réécrire à nouveau? Est-ce que tu as un projet? Oui, bien sûr, j'ai un projet. J'écris un deuxième roman qui, cette fois, est un roman pur. Donc, partie de rien, ce qui est vraiment pas évident. Tu es en train, là? Oui. Génial. Oui, oui. Et voilà, mais c'est une histoire qui est tout à fait à l'opposé de celle que j'ai écrite précédemment. C'est un roman qui sera très contemporain, qui sera plutôt, disons... générationnel et qui parle de la transmission. D'accord. Voilà. Tu as une idée de quand il va sortir? Je pense à la fin de l'année. Ah oui. Donc là, c'est très avancé déjà. Pas assez, mais... mais ce sera bon. Mais on vit sur cet espoir. Quand tu redescends à Marseille, donc tu le disais, pour des envies familiales, est-ce que tu as des habitudes, des rituels? Oui, alors j'ai ce fameux rituel donc, du footing sur la corniche, que vraiment je ne rate jamais, je crois que je peux le dire. C'est peut-être même à Marseille que je suis très régulière sur la course. Évidemment, en fait, je vais très souvent, mais je ne sais pas si je peux le dire parce que c'est pas à but promotionnel évidemment, mais c'est pas à but promotionnel, mais c'est la réalité de ma vie quand je vais à Marseille. Je vais très souvent dans un restaurant qui s'appelle La Villa, qui appartient à mon père et qui est donc dans le quartier où j'ai grandi, qui est un endroit que j'aime beaucoup et qui est un endroit, je peux le dire, que j'aime d'autant plus que c'était l'endroit où j'allais quand j'étais enfant et qu'il ne lui appartenait pas du tout. Il n'avait pas encore acheté ce lieu, il n'était pas même du tout restaurateur. Et moi, en revanche, je me souviens très bien d'aller... je me souviens très bien que j'allais manger des pizzas là-bas et même que de temps en temps, je crois que la mère du gérant me prenait sur ses genoux derrière la caisse. Donc je me dis que la vie est une boucle. C'est une belle histoire. Tu as d'autres adresses fétiches peut-être à nous donner? Je vais pas mal nager au cercle des nageurs, que j'aime bien, que j'aime beaucoup même, plutôt dans la mer que dans la piscine. Parce que je trouve que c'est pas toujours évident, bizarrement, de nager dans la mer à Marseille. Voilà, c'est un endroit où pour moi c'est facile et j'y vais tout de suite.
Et sinon, où est-ce que je vais à Marseille? J'y vais pas très souvent. Enfin, j'y vais pas très longtemps, je veux dire. Donc, il y a des choses comme ça qui est vraiment incompressible. Je vais, comme dans mon rôle de touriste, four des navettes, dont je rapporte toujours des navettes. Tu vois, j'en ai là. Euh, je vais, parce que j'adore ça et depuis toujours. Et ensuite, je vais... Tu es vraiment redevenue une touriste dans ta ville, en fait, c'est Mais ça, complètement. Complètement. Et tu apprécies davantage, du coup. Ouais, j'ai pas tout à fait honte. Non, après, c'est sur les lieux, ça dépend. Je vais parfois voir certaines expositions. Là, j'ai hyper envie, par exemple, vraiment très, très envie d'aller voir tout le cycle, disons toutes les expositions. Je crois qu'il y en a 5 qui sont dédiées à Sophie Calle. Qui en a la Vieille Charité dans plusieurs endroits. Voilà. Un petit peu partout dans Marseille. Donc ça, j'ai vraiment envie. Après, je vais un petit peu au Mucem, mais bon, j'y suis pas allée non plus 15 fois dans ma vie. Je vais sur le port prendre un café à la Samaritaine, parce que c'est un endroit où il y a du soleil et que j'aime bien. Et je vais de temps en temps dans un endroit où ma grand-mère vivait, au-dessus d'un restaurant qui s'appelle le Comptoir marseillais, je crois. Tout à fait, sur la Corniche. Sur la Corniche. Et ma grand-mère vivait dans l'immeuble qui surplombe la terrasse. Donc c'est un endroit où on allait pas mal ensemble. Donc voilà. Alors pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité radieuse. Oui. Si Marseille était une image... Alors, une image, mince, je suis embêtée parce que je voulais dire le footing sur la Corniche, mais il va falloir que je trouve autre chose. Je dirais une image pour moi très personnelle, c'est... j'ai reçu il n'y a pas longtemps une photo que m'a envoyée ma mère. C'est moi sur un ponton à la Pointe Rouge. Un ponton qui, à l'époque, était j'ai remarqué la différence d'ailleurs, qui était tout en latte de bois, comme ça, un peu de guingois. Et pour moi, c'est cette image, parce qu'on allait énormément, on sortait beaucoup, beaucoup en bateau, avec ma grand-mère, qui conduisait son bateau, qui avait passé son permis hyper tard. Et on allait en bateau, enfant, avec mes cousins, et on pêchait, et on faisait des pique-niques, qui n'étaient même pas des pique-niques, mais des banquets, quand j'y pense. Je me dis que c'était une organisation de dingue, et on allait partout, qu'il y ait du vent, pas du vent. Voilà. Et donc ça, le ponton de la Pointe Rouge, c'est quelque chose pour moi, ouais. Si Marseille était une chanson? Alors, si Marseille était une chanson, ce serait La mer de Charles Trenet. Même si dans la mer, dans mon souvenir, il y a quand même... on parle des roseaux et tout ça, donc c'est pas tout à fait la région, mais pour moi, c'est cette chanson. Si Marseille était un film? Alors, si Marseille était un film, ce serait un croisement, et je ne sais pas pourquoi, c'est tout à fait irrationnel, d'un film de Guédiguian. Bon, ça, on a compris la référence. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le dernier qui s'appelait La Villa, mais qui a pas lieu à Marseille, mais à côté. Je me souviens plus l'endroit, je crois que c'est Méjean, vers les calanques de la Côte Bleue. Oui, après l'Estac. Oui. Et donc, ce serait un croisement entre un film de Guédiguian et L'été meurtrier. Et j'ai aucune idée de savoir pourquoi. Je crois qu'en fait, ça me vient d'une phrase que j'ai dite il n'y a pas longtemps à un copain avec qui j'étais à Marseille, et je lui ai dit, on parlait de cette ville, et je lui disais, tu vois, Marseille, c'est un peu comme une fille qui se réveille, elle se réveille un peu de mauvaise humeur, elle a un peu, son vernis à ongles est un peu écaillé, elle est maladroite, elle fait tomber des trucs, elle fait pas le tri, mais elle est tellement attachante, quoi, qu'on tombe amoureux d'elle, en fait. Et ton expression marseillaise préférée? Alors, mon expression marseillaise préférée, j'aime beaucoup, mais je sais pas si c'est vraiment très marseillais, j'aime beaucoup le cake. C'est un cake. C'est un cake, c'est-à-dire qu'en fait, bon, la cagole, maintenant, c'est devenu... Tout le monde sait ce que ça veut dire, hein, la cagole, tout le monde en parle.
Il y a des documentaires sur les cagoles sur Canal+, donc c'est bon, on a compris ce que c'était la cagole. Mais le cake, c'est l'équivalent masculin de la cagole. Mais c'est très difficile à expliquer. Je me suis déjà confrontée à ce problème. C'est assez compliqué. Donc un cake, c'est un peu un mec, a priori pas très chic, hein, voire vulgaire, cagole, oui. Et qui fait un peu le malin, roublard, je sais pas, voilà, un cake. Mais il n'y a pas de définition du dictionnaire. Tu as raison, c'est dur à expliquer, mais nous, on sait très bien. Voilà. On les reconnaît très vite. Donc lui, c'est un cake. Et sinon, il y a une expression qui me fait toujours rire, parce que pour le coup, elle veut mieux dire les choses que l'expression non marseillaise. C'est une expression qui dit « esquicher ». Donc on dit on était esquiché, ça veut dire on était serré, on était entassé, mais esquiché, je suis désolée, dans le mot, on sent déjà le côté compressé, hyper serré. On était esquiché à l'arrière d'une voiture, voilà, ça s'entend en fait. Donc ça, j'aime beaucoup aussi esquiché et j'aime beaucoup aussi gansailler. Ah, alors tu sais ce que ça veut dire, gansailler ? Non, je découvre, dis-moi. Alors, gansailler, ça veut dire... gansailler, ça veut dire un peu... ça peut vouloir dire tirer... comment dire ça veut dire étirer un peu, secouer, voilà. Gansailler, ça veut dire secouer physiquement ou moralement. Il m'a gansaillé, quoi. D'accord. Et voilà. Eh ben, je découvre. Merci. Ouais. Merci pour ça. Et merci beaucoup Lisa pour ce moment. Merci à toi. C'est un titre de roman, ça j'aurais pas dû. J'ai très très hâte de lire ton second roman. Moi aussi. Donc rendez-vous en fin d'année. Et puis merci beaucoup, bonne continuation. Merci. Salut. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires. Abonnez-vous sur iTunes ou Ocha pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et pour me contacter, c'est simple, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. À très vite et d'ici là, portez-vous bien.